Merci de votre fidélité sur CNews. Place à présent au grand débat des voix de l'info. Deux thèmes au programme. D'abord, direction les États-Unis pour parler de Donald Trump un an après son élection, mais au-delà des critiques récurrentes de tout ce qu'on entend habituellement sur le président américain. On va essayer ce soir d'aller plus loin pour nous intéresser au public auquel parle le président américain, celui qui lui reste encore fidèle. En bref, les classes populaires versus les élites. Cette division que l'on retrouve aussi en France avec le débat à droite. Chez les Républicains, l'heure est à la refondation et le favori à la présidence du parti, Laurent Wauquiez, affiche sa volonté de partir à la conquête ou à la reconquête des classes populaires. Alors qu'est-ce que cela signifie en termes de ligne politique? On va en parler tout à l'heure. Le débat est à suivre. Vos réactions avec le hashtag Les Voix de l'Info. Et d'abord, notre premier débat consacré donc à celui qui déboussole le monde, Donald Trump, mais qui parle à une certaine Amérique. Comme tous les jours, je suis entourée des Voix de l'Info. Alors, les Voix de l'Info d'aujourd'hui, c'est Frédéric Davy, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. À vos côtés, Anne-Claire Ruel, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste en communication, fondatrice de l'agence Le Board. Jean-Sébastien Ferjou nous accompagne, bonsoir. Bonsoir Sonia. Fondateur et directeur du site d'information Atlantico. Et on accueille Jean-Éric Brana, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l'Université de Paris 2 Assas, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Justement, Jean-Éric Brana, le président américain, il poursuit sa tournée asiatique. Il est en visite en Corée du Sud, une étape délicate, une étape sensible. Mais on voulait d'abord parler finalement de l'électorat encore de Donald Trump. Est-ce que ces classes populaires, est-ce que cette Amérique profonde encore, elle est derrière lui et contre l'establishment? C'est le plus extraordinaire, c'est qu'un an après son élection, ça n'a quasiment pas bougé. On a une stabilité dans les courbes, alors qu'on nous a dit 500 fois qu'il s'était écroulé. Mais à force de s'écrouler, il ne devrait plus rien rester dans la courbe. En réalité, les chiffres sont vraiment très très stables. Depuis le mois d'avril, on est quasiment à la même chose. 40% de négatifs, 55%, plutôt 55% de négatifs, 40% de positifs. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a pris une stratégie qui est de parler à sa base, uniquement à sa base, qui a foncièrement énervé l'autre camp, il faut dire, et plus ça a énervé l'autre camp, plus sa base était contente, et pendant ce temps-là, personne ne s'est senti dans l'impatience vis-à-vis de ce qu'il avait à faire ou ce qu'il faisait, et donc il n'y a pas pour l'instant, en tout cas, de déception pour ce président. Donc on est toujours dans un esprit de campagne, et c'est vrai qu'un an après, rien n'a changé, c'est le même président, toujours en campagne, avec la même rhétorique, et sa base adore ça. Et ça marche, hein, c'est ça qui est frappant, Jean-Sébastien Ferjou. Cela, c'est déroutant parce que le président, quand même, c'est le pur produit aussi de cette élite. Et malgré tout, il reste un outsider. Il est vu, il est vécu ainsi. Et nous, avec nos lunettes, j'allais dire depuis l'Europe et plus singulièrement en France, on n'arrive pas à le comprendre. Toujours pas. Un an après, toujours pas. On n'arrive pas à comprendre qu'il y a un changement de monde, justement. Il y a eu 2 présidents surprises l'année dernière qui n'étaient pas attendus, en tout cas par les élites. C'était Emmanuel Macron et c'était Donald Trump. Et en quelque sorte, ils sont sur des positionnements recto verso. Ce sont 2 présidents qui ont compris que leur pouvoir avait énormément diminué et que donc il fallait énormément parler pour convaincre qu'ils étaient en train d'agir. Maintenant, il y a une grande différence entre les deux quand même, c'est que Donald Trump, lui, est resté sur un socle de popularité qui est identique. Ce sont les mêmes gens qui avaient voté pour lui, sont toujours les mêmes gens qui le soutiennent dans les sondages, là où on voit qu'Emmanuel Macron est en train d'évoluer. Mais sur le point que vous souleviez sur les catégories populaires, ce ne sont pas que les Américains issus de catégories populaires ou défavorisés qui ont voté pour Donald Trump. C'est plutôt c'est pas forcément le critère du revenu qui est pertinent en ce qui le concerne, c'est le critère du diplôme. Et effectivement, il y a des gens qui se sentent, parce qu'ils sont diplômés, et donc mieux armés pour faire face à une économie qu'on décrit beaucoup comme une économie de la connaissance. Et puis il y a des gens qui, eux, sont plus angoissés par l'avenir. Donald Trump, il leur a promis de mettre un terme au monde d'avant. Effectivement, c'est compliqué à faire, mais dans la mesure où il reste sur la même rhétorique, jusqu'à présent, ceux qui ont acheté cette promesse-là continuent à croire que peut-être ça sera possible. Et je pense sont enregistrés en plus qu'il était de toute façon difficile de se battre contre les stabilités. Et regardez le titre de notre débat. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec cela. Un an de Trump, la victoire entre guillemets des populismes, parce que ce mot il provoque toujours beaucoup de réactions. Frédéric Dabi. C'est un mot quand même... Oui. Surtout, je partage ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on a un regard en France où on imagine que c'est une catastrophe d'opinion pour Donald Trump parce qu'on projette le regard que les Français ont sur Donald Trump. Une enquête IFOP de mai 2017, les bonnes opinions des Français vis-à-vis de Trump, c'est 11%. J'avais regardé des enquêtes IFOP assez anciennes sur Ronald Reagan. Il avait été très mal accueilli. Les Français étaient tous pro-Carter. Et puis, il y a eu une vague de sympathie extrêmement forte
Il y a eu aussi l'attentat dont il a été victime en mai 81. Et d'un autre côté, il y a eu un autre sondage fait en 84 où il avait une cote extrêmement forte parmi les dirigeants européens et mondiaux. Autre chose, cette mauvaise image de Trump a, je dirais, contaminé le regard des Français sur les États-Unis. Une question que l'IFOP pose depuis environ 20 ans. Est-ce que les Américains sont un allié sûr? Entre 2016 et 2017, 39 points de perdus. 39 points de perdus, ça ne s'est absolument jamais vu. Maintenant, du côté des Américains, c'est beaucoup plus stable, ça a été très très bien dit, sauf sur un point. Une enquête faite pour ABC et le Washington Post, il y a une critique qui monte très fortement, à 65%, il ne fait peu ou rien pour le pays. La critique de l'inaction, la critique de il bouge beaucoup, il tweet, mais quid des résultats pourrait être un point faible dans la perspective des prochaines élections de mi-terme. Justement, vous en parlez, on va le regarder, ce sondage, Frédéric Dabi, avec les critiques, en tous les cas, ce qu'on reproche à Donald Trump, vous l'avez cité. On accueille également avec nous pour ce débat André Berkoff, bonsoir, journaliste, bonsoir, Sonia. Éditorialiste, Sud Radio, Valeurs Actuelles. Vous avez vu le titre, André Berkoff, de notre débat, Trump, la victoire des populismes, entre guillemets. Je sens que ce terme va vous faire plaisir. Oui, le populisme, c'est le mot valise qu'on met à toutes les sauces. Voilà. Ça amuse, ça intéresse et ça fait bavarder. Plus sérieusement, est-ce qu'il parle encore et toujours à cette Amérique qu'on peut qualifier de profonde, à ces classes populaires et moyennes? Alors écoutez, je ne vais pas commencer avec Frédéric Dabi, la querelle des sondages. Ça fait depuis 1922 qu'on fait ça, donc on ne va pas continuer. Faites pas votre âge. Je rappellerai... Ça a commencé en 36, mon cher André, aux États-Unis. Comment il y avait des sondages avant? Oui. Gallup. Oui, non, c'est 36. C'est 36. Non, je voudrais dire que ça me quelque chose. Je rappellerai quand même quels étaient les sondages avant l'élection de Trump, qui donnait évidemment à 99% Hillary Clinton gagnante. Donc, c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est à peu près ça. Oui. Donc, il faut quand même toujours relativiser. On ne va pas revenir là-dessus. Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est ce mot populisme. Mais vraiment qu'on emploie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle à un certain peuple, nous sommes populistes. En fait, c'est la tentation de tous les gouvernants de faire, ce que disait Bertolt Brecht, dissoudre le peuple. Ce peuple nous ennuie, ce peuple, il nous embête, ce peuple ne comprend pas le camp du bien qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour vous. Et voilà, ça suffit, c'est les protestations. Nous, on sait. Vous savez, c'est... voilà, arrêtez de foutre le bordel, vraiment, suivez-nous, nous sommes les sachants. Vous abordez le point central, finalement, du débat, Anne-Claire Ruel, parce que les admirateurs de Donald Trump, ils s'émerveillent qu'il dise ce que tout le monde pense et l'admire parce qu'il dénonce le système, le rejet des convenances, tout simplement, même s'il le fait avec excès, il parle, et ce n'est pas dit notre ami André Berkoff du populisme, il parle tout simplement à une classe des États-Unis, aux classes moyennes populaires. Oui, classe moyenne populaire, mais pas que. C'est ça qui est aussi un peu étonnant. C'est-à-dire que vous avez des ingénieurs dans le fin fond du Texas qui vont aussi voter évidemment pour Donald Trump, parce que ce qu'on oublie aussi assez fréquemment, c'est qu'il y a aussi une forme d'opposition entre les métropoles et évidemment le pays dans le sens plus rural. Ce qui est intéressant sur la forme, c'est que finalement la vulgarité est passée pour finalement une forme d'authenticité. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que l'impolitesse est perçue par les Américains comme une façon finalement de dire les choses et de parler vrai, ce qui est affirmé. Et avec la parole un peu performative d'un Trump, justement dire c'est faire aussi d'une certaine façon, et les gens l'attendent un peu sur les actions. Mais c'est vrai que les chiffres sont un peu étonnants. Votre sondage du Washington Post, peut-être qu'ils vont même être confortés parce que vous savez que demain on aura les résultats des élections dans 2 États qui sont des États majeurs et qui sont la Virginie, et voilà pourquoi on en parle, New Jersey, voilà. Et normalement, majoritairement, enfin je parle sous contrôle, mais normalement ils sont toujours assez. Donc il est de coutume de voter 1 an après l'élection présidentielle, et normalement à chaque fois ces États se prononcent contre le président en place. Conf Obama en 2009. Que se passera-t-il demain ? Que se passera-t-il demain ? On voit que le démocrate est plutôt assez mal en point. Il n'arrive pas justement à parler à cette Amérique rurale, blanche, qui voilà. Vous la décrivez ainsi, c'est le profil type, cette Amérique-là, à qui il parle, Donald Trump. C'est important parce que ça sera plein d'enseignements aussi pour la France et ce qui se passe en ce moment dans notre paysage politique. Jean-Éric Brana, est-ce que c'est une classe qui est
pas forcément populaire, mais qui est conservatrice, plutôt, comme l'a dit Anne-Claire Ruel, blanche? Non, pas tout à fait, parce que je crois qu'il faut s'inscrire un petit peu avant dans une Amérique qui était sous Obama et qui n'a pas forcément accepté Obama. Et c'est vrai qu'on a eu une racialisation des Blancs américains qui n'ont pas accepté qu'à un moment, on parle plus à une Amérique noire, on va le dire comme ça pour faire simple. Je m'étends un peu plus dans le livre, on va y aller un peu rapidement, et qui a réagi face à cette élection de Barack Obama, qui était un révélateur de quelque chose qui n'allait plus. Par exemple, il y avait de la discrimination à l'entrée des universités, puisque c'était des lois qui venaient des années 60, discrimination positive, pardon, bien sûr, mais que les Blancs ont ressenti comme une discrimination tout court. Il y a eu des luttes quand même assez célèbres et qui se sont terminées d'ailleurs pendant cette campagne avec une décision de la Cour suprême qui leur donnait tort. Et alors là, on arrive à ce mot populisme. Moi, je l'accepte, le mot populisme, parce que dans un contexte américain, il n'est pas tout à fait le mot français. Ce n'est pas une insulte qu'on va lancer aux gens quand on dit populisme. Tous les présidents, tous les derniers ont été populistes. Vous savez, Clinton a écrit un livre dans lequel il expliquait que c'était le pouvoir du peuple, donc on était vraiment dans le populisme. Mais Donald Trump a quelque chose de plus, c'est que lui, il parle comme ses électeurs. Donc, je ne sais pas s'il y a que de l'insulte. Il y a de l'insulte, mais il n'y a pas que ça. Ça en fait partie. Il parle comme eux, mais je crois qu'il va encore plus loin. Il pense comme eux, ce qui est là, par contre, assez redoutable en termes politiques, parce que je crois qu'il est réellement en phase. J'ai souvent dit pendant la campagne que c'était comme au café, le type que vous voyez à une table et qui se met à vociférer absolument sur tout, mais parce qu'il a entendu de la part de tout le monde. Et il y a une caisse de résonance. Et Trump a fait ça. C'est une éponge. Il a fait ça au niveau national et ça a fonctionné cette fois-ci. Vous êtes d'accord, Jean-Sébastien Ferjou? C'est un peu cela. C'est aussi un révélateur au sens que il vient peut-être aussi, il révèle la crise de nos sociétés occidentales, Donald Trump. Il révèle certainement où il en est le symptôme, effectivement, de la crise, on en a parlé, de la montée des inégalités, et André le rappelait aussi, d'un peuple qui est un peu excédé par la vision de catégories dominantes qui lui font des promesses, dont à l'arrivée on voit qu'elles ne sont pas tenues, parce que c'est pas juste pour le plaisir de flatter de bas instincts. Regardez l'épidémie d'opioïdes qu'il y a à l'heure actuelle aux États-Unis, qui fait des ravages, mais dans des proportions redoutables. Et quand on se rend compte que les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent ces médicaments-là savaient qu'ils allaient créer des dépendances et que ça fait un taux de mortalité absolument délirant chez les hommes blancs, notamment dans cette Amérique plus profonde ou pas profonde d'ailleurs, parce qu'il y a des États qui étaient assez industrialisés, mais qui justement sont en crise maintenant. Je crois que Donald Trump, parce que ce n'est pas les 1 an de son entrée au pouvoir, ce sont les 1 an de son élection. Il est arrivé en janvier, donc sur la perspective qu'on peut avoir de son bilan, ça peut aussi permettre de relativiser les choses, parce qu'il y a une autre bataille qu'il est en train de mener sur le fond, on verra bien dans les élections demain effectivement, c'est avec l'œuvre de Steve Bannon, qui était son éminence grise, qui est sorti de la Maison-Blanche, mais ils sont en train de tuer l'establishment du Parti républicain. C'est-à-dire, il ne s'est pas juste contenté de se faire élire à la Maison-Blanche, c'est qu'il sait que pour pouvoir gouverner, parce qu'aux États-Unis, le Congrès, ça a son importance, c'est pas juste des députés qui sont là pour faire plaisir à un président qui les a amenés au pouvoir. Les sénateurs ont énormément de pouvoir aux États-Unis. Ils sont en train d'éliminer les uns après les autres tous ceux qui s'opposent à eux. Il y a eu une victoire en Alabama il y a peu de temps d'un candidat, mais alors lui, il est conservateur, le mot est faible pour le décrire. Enfin, Roy Moore. Voilà. Et cette bataille-là est en train d'être menée. Il ne faut pas la sous-estimer parce que bien sûr qu'en l'état, Donald Trump n'a pas fait passer beaucoup de législation, mais il est en train de se donner les armes pour pouvoir faire plus ensuite. Et je pense que son électorat prend cette bataille-là. Oui, attendez. On va beaucoup plus loin que... je vais aller beaucoup plus loin que Jean-Sébastien Ferjou. Est-ce que c'est il a possible? esquissé les choses. Oui, c'est possible. Il a modéré, Jean-Sébastien, c'est pour ça qu'on l'aime. En fait, non, mais ce qu'il a esquissé, ça va aller très loin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Steve Bannon a quitté la Maison-Blanche, mais Steve Bannon reste l'opérateur derrière. Et Steve Bannon est en train de réaliser quelque chose de tout à fait fascinant, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, c'est que dans les prochaines élections du mid-term, qui vont se passer donc en 2018, eh bien, il va avoir contre les candidats républicains de l'establishment. Il va y avoir des candidats, je ne sais pas comment ils vont s'appeler, trumpistes ou pas, peu importe, et comme celui de l'Alabama, parce que Trump avait pris le modéré républicain. Et en fait, c'est l'autre qui a gagné. Ça, c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont essayer. Pourquoi? Parce que toute l'idée de base, c'est, rappelez-vous, quand il disait dry the swamp, assécher le marigot. On veut assécher le marigot. Ça veut dire que tout... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Mueller, Comey, la CIA, le FBI? Toutes les choses ce qu'on appelle le deep state, l'état profond, sont en train d'être mis en question par Trump
et son équipe. Est-ce qu'il va y arriver? C'est vraiment les travaux d'Hercule. Oui, mais c'est le défi. Enfin, non, mais voilà. André Berkoff et Jean-Éric Brana, vous qui suivez vraiment régulièrement la politique américaine, quand vous voyez, depuis ces derniers temps, et depuis d'ailleurs son élection, les critiques qu'il y a en France, en Europe, vis-à-vis de Trump, comment vous les percevez, ces critiques? Est-ce qu'on n'a pas compris le personnage? Est-ce qu'il nous déroute trop? Est-ce qu'on n'accepte pas son populisme, qui n'est pas un mot tabou pour vous? Jean-Sébastien l'a dit tout à l'heure, je crois que le reste du monde n'a pas compris qu'on était dans un nouveau monde et qu'effectivement Et qui l'a compris? Donald Trump? Je veux dire, on n'a pas compris que Donald Trump était au pouvoir et que Donald Trump a une autre façon de faire. Oui, on va prendre un tweet du 17 juillet, par exemple, dans lequel il revient sur une critique régulière. Alors, ce serait plutôt vous que ça intéresserait, c'est sur sa façon de tweeter. Et on dit tout le temps, c'est pas présidentiel. Et il a répondu le 17 juillet, il a dit, c'est pas présidentiel, c'est du présidentiel moderne. Autrement dit, vous n'avez rien compris. Et il dit à chaque fois, mais la critique que vous m'adressez, c'est une critique qui s'adresse à ceux d'avant. Par exemple, actuellement, il est de bon ton de dire il n'a pas remplacé ou il n'a pas fourni les postes qui sont à fournir et que tous les présidents mettent en place. Mais il lui répond, vous savez, je trouve que l'administration est trop lourde et je veux la diviser par 3. Donc, je ne remplace pas les gens qui doivent y être, donc je laisse assécher l'administration pour pouvoir l'éliminer. Effectivement, il essaie de changer le Washington de l'intérieur, de nettoyer le bourbier, le marigot, on l'appelle comme on veut. Il essaie effectivement de virer l'establishment du pouvoir parce que c'est la seule façon de fonctionner à son avis. En réalité, ce qui l'embête, ce sont les institutions américaines qui sont faites pour aller très lentement. Les pères fondateurs ont écrit des institutions qui demandent beaucoup de temps pour avancer. Et lui, c'est un businessman qui a l'habitude de claquer des doigts, ça arrive, et il a envie que ça aille beaucoup plus vite. Donc il dit, il faut changer tout ça. Et ça va être ça, c'est la vraie limite de Donald Trump en réalité. Il va s'apercevoir que 4 ans, c'est pas suffisant. Barack Obama a eu le même problème, mais Barack Obama n'a pas eu le temps avec 8 ans non plus. Et Donald Trump n'aura pas le temps. Barack Obama ça, c'est pas notre débat. Mais comme on est sur Trump ce soir, on va rester sur Trump. Mais je suis quand même frappée par ce que vous dites, Jean-Éric Brana. C'est-à-dire que quand même, aux yeux de certains, Donald Trump, c'est le nouveau monde. C'est ainsi que ça fonctionne. Derrière les excès, derrière les insultes, derrière tout ce que nous critiquons parfois et nous observons, il y a une véritable stratégie qui s'esquisse. Je ne sais pas si, justement, j'ai peut-être une question à vous poser. Est-ce que c'est vraiment le nouveau monde? Parce qu'il a été souvent critiqué, notamment par la prix Nobel littéraire Toni Morrison, qui dénonçait derrière le Make America Great Again, c'était Make America White Again, justement sur cette idée de fracture raciale. Donc ça, c'est quand même assez ancien monde, finalement. Alors, est-ce qu'il a une forme de communication qui est le président normal, effectivement, l'identification à ses électeurs et la communication qui passe par là, mais il est quand même assez réactionnaire dans... Qui répond? Peut-être André Berkoff? Je voudrais y répondre. Je crois que, attendez, avant la querelle du nouveau et de l'ancien monde, je ne sais pas si c'est nouveau ou ancien monde, il faudrait quand même dire quelque chose par rapport à Twitter. Pourquoi il fait tellement de tweets? Et il l'a dit avant et après. C'est parce que 95% de la presse est contre lui. Lui, ce qu'il veut dire, c'est comme la presse, à tort ou à raison, je dis pas, mais la presse dit des mensonges contre moi, les 90% de la presse, l'establishment dit des mensonges, donc moi, je corrige par Twitter. Moi, je me rappelle ce qu'il m'avait dit, c'est Instagram, Twitter et Facebook. Ce sont mes armes. Ah, parce que vous avez été le premier à le... Avant, c'était dans la campagne. Mais il avait dit, moi, mon arme. Il vous l'avait déjà dit. En 1922. Regarde, quand la jalousie frappe au bord. André Berkoff, il vous l'avait déjà dit. Il vous l'avait déjà dit que les réseaux sociaux, c'est une forme de contre-pouvoir pour lui qu'il allait utiliser. Absolument. À partir du moment où la presse, et je l'ai vu dans les meetings, était contre lui, et vraiment violemment contre lui, il répond là. Mais je voudrais dire autre chose par rapport au nouveau monde, l'ancien monde, au business. Je pense ce que disait Jean-Éric Brana. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite. Vous dites, c'est loin, qu'est-ce que ça a à voir? Non, on en a fait un débat hier. Salman. Oui. Mais Salman, rappelez-vous, qui était la semaine dernière en Arabie Saoudite, Jared Kushner, qui était, il y a 3 mois, Donald Trump, qui a envoyé aujourd'hui un tweet en disant « Bravo, Prince Salman, vous êtes en train d'assécher votre marigot Ariane. » Qu'il y ait les États-Unis derrière l'Arabie Saoudite, vous nous apprenez rien. Donc, pardon, André Berkoff. C'est pas que je vous apprends, c'est pour vous dire comment il réagit et comment il travaille. C'est pas l'information. Je crois que le nouveau monde dont on parle, après, la nouveauté n'est pas forcément souhaitable. Ça, c'est une toute autre question, effectivement. Merci. Mais le nouveau monde, c'est que Donald Trump a pris en compte la lamination des classes moyennes. Quand on regarde le taux d'emploi aux États-Unis, pas le taux de chômage, mais le taux d'emploi, c'est-à-dire les gens en âge de travailler qui sont effectivement en train de travailler ou de chercher un emploi, on revient à peine au niveau de la crise d'avant 2008, alors que la population a
continuer à augmenter la population américaine dans l'absolu. Donc la crise de 2008 a fait des ravages qu'on continue à ne pas mesurer les classes moyennes beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'en Europe, on a des États-providence avec tout un tas de filets, et tant mieux, réjouissons-nous pour les gens qui sont concernés. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus brutal, et c'est ce nouveau monde-là qu'il a pris en compte, parce qu'on y faisait référence tout à l'heure, les institutions américaines, elles ont été construites pour fonctionner avec des classes moyennes. Il n'y avait pas d'aristocratie aux États-Unis, il n'y avait pas d'ancien monde, il n'y avait pas de gens avec des privilèges. Ni de prolétariat. Ni de prolétariat d'ailleurs, ou alors c'était des esclaves ou des Indiens qu'on avait complètement exclus de la société américaine. Donc l'esprit des institutions américaines, la stabilité de la démocratie américaine repose sur l'existence de classes moyennes. Le problème, c'est que dans le nouveau monde dans lequel on vit, encore une fois, on n'est pas obligé de s'en réjouir de la nouveauté, mais c'est comme ça, ces classes moyennes-là ne sont plus là. Et c'est ça que Donald Trump a très bien compris. Il a très bien compris qu'il y avait des gens qui étaient dans l'angoisse, qui voyaient à l'inverse un establishment qui, lui, a continué à prospérer envers et contre tout. On a vendu aux Américains un certain nombre de choix politiques, y compris en matière de politique étrangère, parce que Donald Trump s'est aussi élevé contre ça. Je pense que là, il est d'ailleurs en train de perdre la bataille sur le front des néoconservateurs, parce qu'il est en train de revenir. Ça, on en parlera, mais vous dites quand même... une politique plus traditionnelle. Mais en tout cas, lui a bien enregistré cette nouvelle réalité politique. Jean-Éric Brana. Moi, je voulais rajouter qu'il faut aussi penser, quand on pense à Donald Trump, que la lecture, elle est multiple. Si on met rapidement Toni Morrison, il ne faut quand même pas le faire aussi rapidement. Ça mérite un petit peu plus de réflexion, je crois. Effectivement, les Noirs vivent une situation très difficile aujourd'hui, mais pas que. Pensez être mexicain aujourd'hui aux États-Unis, je peux vous assurer que c'est quelque chose. J'ai personnellement un ami qui vient de s'installer à Miami. Il n'a qu'une envie, c'est de retourner au Mexique parce qu'il souffre du racisme à Miami. Bon, à Miami, vous allez dire, les Mexicains ont toujours souffert du racisme puisque ce sont surtout des Cubains, mais la société est très violente aujourd'hui. Des Cubains envers les Mexicains. Absolument, oui, c'est ce que je veux dire. Oui. Mais c'est vrai que la situation est très difficile aujourd'hui pour les communautés, à tel point qu'on ne les entend plus. Et je vous fais remarquer que la grande différence entre ce qui se passait sous Obama et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Noirs américains, vous n'avez jamais une manifestation de masse ou une protestation dans la rue. Pareil pour les autres communautés. Ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être interpellé aujourd'hui et se poser des questions. Pour faire une transition avec notre prochain débat, est-ce que Frédéric David, Donald Trump est un exemple pour certains en France? Et là, vous me voyez venir avec cette question, puisque les détracteurs de Laurent Wauquiez dénoncent sa trumpisation. Oui, on disait aussi que Nicolas Sarkozy, pendant la primaire, se trumpisait et faisait une campagne à la Trump. Maintenant, on en parlera un petit peu après. La vraie difficulté pour la droite, c'est cette perte totale de contact et d'audience du côté des classes populaires. Et la droite aujourd'hui existe parce qu'elle continue à faire le plein dans ses segments traditionnels. Ça, on va en parler. Vous êtes d'accord? Il y a une trumpisation. Il y a en tous les cas... Ça vous fait rire déjà Oui, ce que j'adore, c'est ça, il y avait la lepénisation des esprits, la trumpisation des esprits, il y aura la vauquierisation des esprits. Le problème n'est pas là. C'est que le problème, regardez la différence. Sachant d'ailleurs que le Front National prend ses distances avec Donald Trump. Oui, mais bien sûr. Non, mais je le dis. Il n'a jamais reçu Marine Le Pen, donc le problème... Lui-même a pris ses distances depuis longtemps, n'est-ce pas? Très longtemps. Non, mais le problème, juste un mot. La comparaison, et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, regardez les primaires américaines à la télévision et les primaires françaises à la télévision. Quand Donald Trump, devant 30 millions de téléspectateurs, dit à Jeb Bush, tu ne seras jamais président parce que tu n'as pas d'énergie, tu as low energy, et dit à Marco Rubio, tu ne seras jamais président parce que tu as les mêmes watts, et parce qu'un président qui a les mêmes watts ne peut pas être président des États-Unis. Regardez ensemble deux personnes comme Sarkozy et Juppé, qui s'adorent comme chacun sait, cher Nicolas, cher Alain. Comprenez? Vous avez des zombies qui étaient là devant 3 journalistes et qui font les zombies. Voilà pourquoi votre fille est muette. Vous êtes pour le spectacle à l'américaine. Mais je suis pour dire les choses comme elles sont et dire les sentiments comme ils sont. Voilà. On va continuer à en parler. Juste un mot sur la trumpisation des esprits, parce que moi je trouve qu'il faut s'abstenir en permanence de ce genre de qualificatif, parce que ça n'est qu'une manière... S'il s'agissait juste de décrire une réalité, pourquoi pas, mais ça n'est pas utilisé pour décrire une réalité, c'est uniquement utilisé pour délégitimer les gens qu'on accuse d'être lepénisés, trumpisés ou vauquierisés, ou je ne sais quoi isés. C'est comme si d'un côté il y avait les raisonnables qui, comme par hasard, représentent le point de vue des élites, et bien souvent des élites financières, et puis tous les autres qui seraient dans je ne sais quelle isation
opposition et dont il faudra absolument empêcher la parole. Non, on peut contester évidemment la politique de Donald Trump ou celle de Laurent Wauquiez ou celle de qui on veut, mais faisons-le sur des terrains pas politiques, pas en empêchant les gens de parler au motif. Eh bien, on va le faire justement parce que retour en France, Trumpisation ou pas, on va surtout parler de ce qui se passe chez les Républicains. L'heure est à la refondation. Le favori à la présidence du parti, Laurent Wauquiez, affiche sa volonté de reconquérir, nous venons d'en parler, messieurs, les classes moyennes et populaires, mais cette fois-ci en France. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes de ligne et de stratégie politique? On va en parler dans quelques instants. Le temps de vous remercier, Jean-Éric Brana et André Berkoff. Merci pour ce débat. Restez avec nous, débat à suivre. On va écouter les critiques justement à l'encontre de Laurent Wauquiez, parfois en provenance de son propre camp. Ça sert à quoi les primaires? Ça ne donne pas garantie de victoire, ça c'est certain, ça s'est vu à droite comme à gauche. Ça permet à une famille politique d'être rassemblée. Et quand j'entends Laurent Wauquiez dire qu'il ne veut plus de primaires à droite, il faudra bien, vu qu'il est en train de glisser vers le Front National et qu'il se met sur les positions de Marine Le Pen, faire une primaire entre le candidat du Front National et le candidat des Républicains le moment venu. S'ils sont deux à porter exactement le même discours, anti-européen, radicalisé tous les jours un peu plus, identitaire comme jamais, il n'y aura jamais de succès avec les Français. Je vous avouerai que je trouve un peu dommage qu'à chaque fois on m'oppose à Laurent Wauquiez, parce qu'il n'y a pas que Laurent Wauquiez comme candidat, il y en a plusieurs autres. Je vois pas pourquoi il y aurait une hiérarchie des candidats. Je trouve que c'est pas respectueux. Il y a une hiérarchie parce qu'il est archi favori. Il est archi favori. Je sais pas par qui ça a été décrété. Il n'y a pas de sondage. Et de toute façon, sur le terrain, moi, je sens pas qu'il est présent. On se fait peut-être élire à l'occasion d'une élection interne, on le verra en décembre prochain, mais on se rend inéligible aux élections nationales. Moi, je crains que Laurent Wauquiez ne soit le Benoît Hamon de la droite, c'est-à-dire très populaire auprès des adhérents, qui incarne une droite qui se referme, qui se rétrécit autour d'un cœur d'adhérents, d'un cœur de doctrine, d'un cœur d'électeurs de plus en plus restreint. À la fin, on fait 7% dans les urnes et on a 50 députés. Ça n'est pas ce que je souhaite pour la droite. Voilà, malgré toutes ces divisions, l'heure est quand même à la refondation chez les Républicains. Alors, au-delà de ces tensions-là, on va parler du vrai projet de la droite. Le favori à la présidence du parti, c'est Laurent Wauquiez. Il affiche sa volonté de repartir à la conquête des classes populaires. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes de ligne politique et de stratégie? Pour en parler, je suis toujours entourée des voix de l'info. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Anne-Claire Ruel, spécialiste de communication, fondatrice de l'agence Le Board, Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. Et on accueille Guillaume Tabar. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Éditorialiste et rédacteur en chef politique au Figaro. Tout d'abord, Guillaume, c'est assez rare quand on parle de l'opposition aujourd'hui, et quand on parle de la droite, de parler du projet. Ce que l'on vient de voir, on parle surtout de cela, de ces divisions, de ces tensions-là. On parle rarement du projet. Oui, et c'est pour ça que finalement, Bernard Accoyer a une bonne idée de lancer ces fameux ateliers de la refondation. Parce que bien sûr, si publiquement, médiatiquement, politiquement, on ne voit que les batailles, à la fois quelle ligne adopter face à Emmanuel Macron, et ensuite, au sein des Républicains, la bataille pour ou contre Laurent Wauquiez. Mais il était peut-être pas de mauvaise manière d'interroger les adhérents eux-mêmes, les militants, pour savoir ce qu'ils pensent eux, et surtout quelle est la droite qu'ils veulent incarner. Et le fait que ce travail soit fait finalement dans l'ombre, loin des projecteurs, a permis qu'il soit fait finalement en vérité. Et c'est vrai que quand on regarde les 83 pages de ce document fourni ce matin par les Républicains, il y a une vraie réflexion. Alors c'est pas encore un programme, c'est pas encore un kit de reconquête du pouvoir, mais c'est une vraie réflexion sur ce qu'est, ce que pourrait, ce que devrait être la droite aujourd'hui. Et pour qu'il y ait un projet, Guillaume Tabar, il faut qu'il y ait d'abord un travail d'introspection. Est-ce qu'il a vraiment été entrepris? La droite fait partie de ce que l'on peut appeler les grands brûlés de cette élection présidentielle. Il y a eu les affaires, le spectre des affaires autour de François Fillon, et puis il y a eu peut-être autre chose qui l'a fait perdre. Est-ce que la droite s'est penchée sur cela? Oui, et je crois qu'on a finalement dans ce document plutôt une confirmation de la ligne idéologique de ce qu'est la droite. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, au sortir de la primaire, qui a été remportée de manière écrasante par François Fillon sur Alain Juppé, sur la base d'une ligne politique explicite. C'est pas uniquement un match de deux personnalités, il y avait clairement une ligne qui avait été qualifiée de plus à droite ou de plus conservatrice, qui a terrassé une ligne qui se présentait comme étant plus centriste ou plus libérale sur le plan sociétal du terme. Donc, et il ne faut pas oublier que la primaire, c'était plus de 4 millions de votants, plus que ce que tout le monde avait imaginé. Donc oui, il y avait un vrai peuple de droite, c'est ce qui était dit à l'époque, qui s'était exprimé. Et parce qu'il s'est passé ce que s'est passé, à savoir la déroute de François Fillon à la suite de la polémique sur les affaires, on en a déduit que le score final de François Fillon était le fruit de sa ligne politique. On voit aujourd'hui peut-être, en tout cas
la suite le montrera, que sous l'accident des affaires, il y avait une réalité politique qui demeure, en tout cas dans l'esprit des militants de la droite. Vous parlez justement de ce peuple de droite. Frédéric Dabi, la question de l'ancrage, elle est vraiment fondamentale, notamment avec, on en parlait pour les États-Unis, ça vaut pour la France, les classes dites populaires, la droite les a perdues, cherche à les conquérir, les reconquérir. Je vais être un peu direct, Sonia. Soyez-le. Elle les a perdus depuis très longtemps. Le dernier scrutin, je parle sous votre contrôle, où la droite a réussi des bons résultats de la catégorie populaire, c'est la présidentielle de 2007, où Nicolas Sarkozy, sous son double discours à deux jambes, si je puis dire, valeur travail et méritocratie d'un côté, la France qui se lève tôt, etc., et discours très ferme sur l'identité, sur les questions migratoires, a réussi, dans les sondages sortis des urnes, à faire mieux que Jean-Marie Le Pen chez les ouvriers. Et puis, au fur et à mesure, et c'était la déception vis-à-vis de la promesse Sarkozy, la droite a perdu les catégories populaires. En 2012, le très bon score, malgré tout, de premier tour de Nicolas Sarkozy, je dirais, s'articule ou se cristallise surtout dans les segments traditionnels de la droite, personnes âgées, cadres supérieurs, retraités, etc., avec des scores où il est devancé et par François Hollande et par Marine Le Pen chez les employés et chez les ouvriers. Et c'est encore pire, si je puis dire, au moment des élections intermédiaires, qui sont pourtant bonnes pour la droite, et surtout l'élection présidentielle, où François Fillon réalise un bon score dans les catégories traditionnelles, même s'il est challengé par Emmanuel Macron chez les retraités, et des scores faméliques chez les ouvriers. Il fait 8% dans le sondage IFOP fiducial pour CNews du 23 avril chez les ouvriers. Et c'est vrai que là où j'aurais peut-être un point de nuance avec ce qu'a dit Guillaume Tabar, c'est sur le moment, les affaires l'ont gêné, mais on a vu dans les enquêtes de l'IFOP pour CNews dès le mois de janvier, avant le déclanchement du Penelope Gate, un recul dans les catégories populaires. Peut-être que tu l'as, je l'ai peut-être pas bien compris, notamment sur son projet concernant la fonction publique. Il fait moins de 10 chez les salariés de la fonction publique, et sur des questions de santé. Mais il y a le projet, il y a aussi quand même l'espace politique. Jean-Sébastien Ferjou, il y a quand même Emmanuel Macron, il y a toute une droite centriste, centrale, disent certains, qui est là aujourd'hui. Que reste-t-il pour l'autre droite ? Il y a différentes manières de voir les choses. Si on raisonne d'un strict point de vue marketing, si Emmanuel Macron est libéral social, dans ce cas-là, il faut être libéral conservateur ou conservateur en abandonnant le libéralisme, ce qui est une question qui devient de plus en plus prégnante à droite, puisque on le voit bien, Patrick Buisson me semble le rappeler la semaine dernière dans un entretien à l'Express en disant depuis un siècle, l'orléanisme. Oui. En tout cas, c'est un des penseurs de la droite. Après, on peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier, mais c'est l'un de ceux qui ont pensé. Mais vous pensez que sa ligne à lui, aujourd'hui, elle devient de plus en plus présente, prégnante, comme vous dites ? Non, parce que je pense qu'elle est extrême. Trop de pureté tue la pureté, en quelque sorte, mais c'est comme les chapelles de trotskistes ou de libéralisme. Mais après, le constat, quand même, demeure intéressant. Il dit le libéralisme l'avait emporté à droite. Ça n'est plus le cas. Et la financiarisation du capitalisme fait qu'il y a une autre attente, parce que toute la difficulté pour s'adresser aux catégorie populaire, elle n'est pas qu'une difficulté de style, ça fait partie des choses. François Fillon, on le voyait en Barbour, dans une imagerie assez bourgeoise, assez bourgeois de province, avec l'image mentale du château en arrière-plan. Effectivement, c'est assez difficile de s'adresser à des catégories plus populaires avec cette image-là. C'est très différent, par exemple, de ce qu'était une Margaret Thatcher, qui avait une image populaire, qui était la fille d'un épicier. La reine d'Angleterre ne la trouvait pas assez chic, elle trouvait qu'elle n'avait pas le bon accent. François Fillon, c'était pas du tout ça. Mais ça, c'est la surface des choses. C'est effectivement de quoi faut-il avoir l'air pour s'adresser aux gens. Il y a un point beaucoup plus troublant que celui-là, qui est comment créer une offre politique dans les démocraties occidentales, dans un univers où je pense qu'on vit une transition qui est à l'échelle de ce qu'on a connu depuis les révolutions industrielles. C'est-à-dire qu'au moment des révolutions industrielles, il suffisait de naître français, allemand, américain. Vous naissiez dans un pays développé, automatiquement, votre niveau de vie augmentait pendant votre vie. Vous aviez des chances de changer de catégorie sociale et votre niveau de vie augmentait. Et même si vous ne changiez pas de catégorie sociale, de toute façon, vous étiez pris dans un mouvement ascendant. Là, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une divergence entre des gens qui bénéficient de la mondialisation, de l'ouverture de l'économie, de la liberté des capitaux, etc. Et puis des gens qui, au contraire, en pâtissent. Créer un discours qui s'adresse aussi bien aux uns
qu'aux autres. C'est très difficile. Emmanuel Macron, il a fait un choix, contrairement à Donald Trump, c'est le choix opposé. Lui, il a choisi de s'adresser à tous ceux pour qui ça allait bien. Alors, comment parler à ceux qui en souffrent au sein des Républicains? Voici ce que dit Anne-Claire Ruel, Guillaume Pelletier. Il invite par exemple une droite qui ne sait plus parler aux instituteurs des écoles rurales, aux immigrés des quartiers populaires, aux agriculteurs désabusés à faire sa révolution populaire. Autre exemple, Xavier Bertrand, en retrait de la course à la présidence, qui revendique une ligne populaire et sociale. Le mot, il n'est pas du tout tabou. Là. Oui, alors il y a plein de choses dans ce qu'on dit actuellement. Déjà, le mot classe populaire, il a quand même un petit peu évolué. C'est-à-dire que maintenant, il s'apparente beaucoup à la classe moyenne, finalement, quand on parle des instituteurs. Et le basculement s'est fait dans la seconde moitié du XXe siècle, sociologiquement, parce que ça ne correspond plus à grand-chose. Deuxièmement, effectivement, ces classes populaires, elles ont disparu. C'est-à-dire qu'elles ne votent, je ne sais pas si tout contrôle, mais elles sont il y a une désaffection. À la présidentielle, il y en a un sur deux qui a voté. Vis-à-vis de la politique. Exact. Si on raisonne d'un point de vue marketing politique pur et dur, effectivement, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est une posture, que c'est une catégorie qui est symbolique, qui est hautement symbolique. Pourquoi ? Parce que c'est le symbole... Il y a quand même beaucoup de monde chez les employés. Les ouvriers, c'est presque 35 ou 36% de la population. Je suis bien d'accord avec toi, mais c'est quand même une catégorie symbolique, parce que c'est le symbole de la déconnexion justement des élites avec une forme de... Allez, le peuple, le mot ici un peu... Mais c'est pas un gros mot, le peuple. C'est pas un gros mais mot. bien sûr. Ce sont les citoyens, oui. Et maintenant, le nouveau clivage, justement, réinjecté par Laurent Wauquiez, c'est le local versus, évidemment, le national. C'est aussi relégitimiser, je vais y arriver, d'une certaine façon, le politique, parce que, justement, s'adresser à ces classes populaires, c'est aussi reprendre un peu du poil de la bête. Et je crois que, contrairement à ce qu'on est en train de dire plus ou moins, je pense que les idéologies reviennent en force sur le devant de la scène, que le clivage gauche-droite, on l'a vu à travers ces 83 pages... Il n'a pas du tout disparu. Non, pas disparu. Ah bah ça, c'est important. On va s'arrêter sur ce point. Ça, c'est un vrai constat. Oui, Guillaume Tabar, ce clivage-là dont on dit, dont Emmanuel Macron, finalement, avait dit il va disparaître, il a totalement sauté comme un verrou. Vous le retrouvez aujourd'hui avec le projet de la droite aussi ? Alors, on le retrouve. Juste un tout petit mot quand même pour compléter votre analyse sur les catégories populaires. Je crois qu'il faut aussi souligner que pendant les 30 Glorieuses, quand on parlait de catégories populaires, c'était effectivement les ouvriers ou certains employés, etc. Aujourd'hui, depuis la crise des 70, n'oublions pas aussi le poids des chômeurs. Oui. Et un ouvrier et un chômeur, c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, c'est quelqu'un qui a un salaire faible, mais qui est dans l'emploi. Et dans le cas, c'est quelqu'un éventuellement qui venait d'une catégorie moyenne, voire supérieure, qui est aujourd'hui sorti du marché de l'emploi. Et en termes, je pense, de comportement électoral, c'est différent. Et là, on a vu comment Marine Le Pen est certes en tête chez les ouvriers, mais surtout elle est en tête chez les chômeurs. Et là, donc c'est aussi un défi pour les partis qui se disent de gouvernement de pouvoir s'adresser à ces catégories qui se sentent non pas simplement défavorisées, mais carrément sorties du système. Mais comment on s'adresse ? Il n'y a pas une recette, il n'y a pas une recette miracle, il n'y a pas de panacée. Jean-Sébastien Ferjou, quand Guillaume Pelletier, pourquoi je le cite ? Parce qu'il faisait quand même partie auparavant d'une droite qui était assez, comment on va la qualifier, une droite forte, c'était son nom d'ailleurs, c'est plus ça. Quand il dit qu'il faut parler aux instituteurs des écoles rurales, aux immigrés des quartiers populaires, aux agriculteurs désabusés, comment on leur parle ? Quel projet de la droite qui porte en grande partie quand même sur des thèmes identitaires peut les concerner, ces gens-là ? Et je pense qu'il y a quelque chose qui relève du bon sens d'appeler un chat, parce qu'on a vécu pendant pas mal d'années dans une société où on euphémisait les choses, ou alors on ne les nommait pas. Il y a des problèmes liés à l'intégration en France, il y a des problèmes liés à l'immigration en France. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il faille s'en désoler, ça veut dire qu'il faut s'en emparer. Et on a beaucoup imposé un discours officiel qui niait toute une forme de réalité, parce que les élites, tout simplement, n'y étaient pas confrontées. Elles ne l'avaient pas sous les yeux, donc elles disaient non, ça n'existe pas, ou non, il faut vraiment être populiste ou xénophobe ou je sais pas quoi pour s'inquiéter de ces sujets-là. Et on le voit très bien dans ce que vous publiez ce matin, dans les travaux de la droite. Oui, la question de l'islam est extrêmement présente parmi les préoccupations, mais c'est une question de bon sens. Il ne s'agit pas de dire que les électeurs de droite seraient tous xénophobes ou racistes ou islamophobes. Simplement, ils constatent que ça pose un défi à la République française et qu'il faut le gérer. Et on voit que ça devient de plus en plus un clivage politique. Donc je pense une des manières de s'adresser justement à des électeurs qui restent de droite, c'est d'assumer que la droite est conservatrice, parce qu'à grande masse, il y a beaucoup de choses qui ont changé au fil du temps. L'idée de nation, elle est passée de la gauche à la droite. Le libéralisme, il est passé de la gauche à la droite. À grande masse, la gauche, c'est quand même le camp du progressisme, ceux qui veulent toujours aller plus loin, qui considèrent que les structures sociales sont porteuses de discrimination, d'oppression, etc., qu'il
faut les éliminer, en reconstruire de nouvelles. Et puis un camp qui est plus celui de la conservation et qui dit non, peut-être que parmi ce qui existe, il y a des choses à conserver, à minima faisant attention. Et je renvoie à une valeur, Emmanuel Macron l'avait revendiqué et ça lui avait été reproché, on lui avait dit c'est une valeur de droite, mais de bon sens, oui, parfois il faut savoir appeler un chat et ne pas tenir que des discours d'universitaires français des années 70 pour déconstruire toute la réalité. Et je vous comprends bien, Frédéric Dabi. Théoriquement, le quinquennat d'Emmanuel Macron, que certains caricaturent ou appellent comme étant le président des riches, il ouvre un boulevard électoral pour ceux qui se revendiquent de ce bon sens-là, d'être un candidat proche du peuple, des classes populaires, de tout ce qu'on veut, de la France d'en haut d'en bas, mais d'une France réelle qui souffre vraiment. Mais pas complètement, puisqu'il y a aussi l'équation politique d'Emmanuel Macron qui est le produit de sa victoire présidentielle. Et 6 mois après sa victoire, on la retrouve. Un soutien d'une partie très importante des électeurs de Hollande de 2012, un vrai soutien croissant du côté des électeurs de droite. On avait fait une enquête avec le JDD il y a une quinzaine de jours sur... On refait la présidentielle 6 mois après, c'est bien sûr un simple exercice de style, mais j'ai été frappé, et je crois que Guillaume Tabar en avait parlé dans un papier dans Le Figaro, sur le fait qu'il y avait presque 40% des électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012 du premier tour qui voteraient pour Emmanuel Macron, quand bien même l'offre Fillon était un petit peu, je dirais, dépréciée par son retrait de la vie politique. Donc il y a quand même... la droite, j'entends bien ce que dit Jean-Sébastien Ferjou, elle est extrêmement composite. Quand on interroge les sympathisants de droite sur comment doit être la droite, on a quasiment les mêmes chiffres pour une droite gaulliste, libérale, patriote. Donc le problème, c'est que cette droite doit se réinventer. Et il y a, parce que la nature a horreur du vide, une sorte de bouger des plaques entre la droite Emmanuel Macron. Il faut attendre parce que les enquêtes dont vous parlez, forcément, du point de vue d'un électeur de droite, Emmanuel Macron, il fait des réformes que la droite a promises pendant des années sans les faire. Donc dans le vide, et puisqu'il n'y a pas d'opposition à l'État, parce que les Républicains ne sont pas en situation de fonctionner, je suis d'accord il faudra voir après un an ou 2 ans. Laissez-moi de Jean-Sébastien reprendre un tout petit peu la main. été. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le moment du projet, même si c'est bien d'avoir fait ce travail. 6 mois après une défaite aussi dure, aussi historique, qui a été confirmée aux élections législatives. Non mais il y a le temps d'abord de l'introspection. On a beaucoup d'électeurs de droite que l'on rencontre dans des enquêtes qualitatives qui sont encore extrêmement sonnées. Mais ce que l'on voit dans les enquêtes actuelles, c'est, si on parle de Laurent Wauquiez, une perte d'audience chez les sympathisants républicains, alors même qu'il est, je fais bien, des sympathisants, pas des militants. Et dans l'enquête IFOP fiduciale pour Match, qui est Sud Radio, qui a été diffusée ce soir, il gagne 15 points chez les sympathisants du Front National. Il recule d'une dizaine de points chez les sympathisants de droite et il prend 15 points. Alors ce n'est qu'une enquête qui demande une confirmation, mais on voit bien le bouger des plaques entre la droite, le Front National et l'offre Macron. Qu'est-ce qu'elle va nourrir, Frédéric Dabi, Guillaume Tabar? Le procès qui lui est régulièrement fait à Laurent Wauquiez, c'est une véritable question et je vous la pose, Guillaume Tabar. Est-ce que parfois, parler avec les mêmes termes que le Front National, est-ce que ça veut dire penser comme le Front National? Est-ce qu'aller tenter de capter l'électorat du Front National, c'est, j'allais dire, tendre la main au Front National? Je pense qu'il faut un minimum de cohérence dans les critiques. Comme tout leader politique, Laurent Wauquiez est critiquable, donc peut être critiqué. Mais on ne peut pas à la fois lui reprocher d'avoir une stratégie d'alliance cachée avec le Front National et lui reprocher en même temps de vouloir vider le FN de ses électorats en s'adressant à ces électeurs-là. Pour que le Front National passe de 20, 25 à 15%, il faut bien qu'il y ait une moitié d'électeurs qui aujourd'hui votent Front National, qui votent différemment. Et ça, quels que soient ceux qui font le travail, que ce soit à droite, ou même que ce soit Macron, ou que ce soit Mélenchon de son côté. Donc, si on ne s'adresse pas à des électeurs, on ne peut pas ensuite leur reprocher de rester dans un parti. C'est votre avis? Oui. Et juste un mot, je crois qu'il y a aussi beaucoup de paresse intellectuelle à dire il parle comme le Front National. C'est-à-dire qu'on a dit ça à Sarkozy, à Pasqua. On a dit ça à François Hollande lorsque François Hollande a voulu faire la déchéance de nationalité. On dit ça y est, lui aussi, il se met à parler comme le Front National. Et je pense que tant que l'argument c'est il part comme le FN, plutôt que de dire ce qu'il dit, est-ce que ça rejoint les attentes de la population, est-ce que ça rejoint la situation réelle du pays,
Je pense qu'on ne rencontrera jamais le déco dans l'électorat. Il y a une part de paresse, il y a une part de vraie malveillance aussi, parce qu'encore une fois, c'est pour délégitimer des propos. Les plaques sont en train de changer, mais parce que le discours sur l'Europe, ou les questions... Avant, un électorat qui avait des doutes sur l'Europe, vers qui était-il obligé d'aller, dans la mesure où les partis de l'establishment étaient très pro-européens. Là, on voit même chose sur l'adhésion au capitalisme financier, sur l'adhésion au libre-échange sans limite, etc. Donc on voit que là, les choses sont en train de changer. Laurent Wauquiez va effectivement vers un discours qui n'est pas forcément du tout, parce que le fond des programmes économiques ne serait absolument pas le même que le Front National, mais qui rejoint ces inquiétudes-là. Et c'est vraiment de la paresse intellectuelle, effectivement, que de faire la confusion. En tous les cas, il y a le débat, il se poursuit, on verra ce qu'il en sera. C'est la phase de refondation pour les Républicains. Merci Guillaume Tabar d'être venu nous en parler. Merci à vous, restez avec nous sur CNews. Suite du débat, on va parler, puisqu'on a parlé d'Emmanuel Macron, nous avons parlé de la droite, nous allons parler de la gauche et en particulier du Parti Socialiste. Mais où est-il ? Eh bien, notre invité nous le dira peut-être, c'est le patron du groupe socialiste au Sénat, Didier Guillaume, invité politique face aux voix de l'info. À suivre.